Radio-Canada. Serrer la vis est une arme à double tranchant. À court terme, ça peut donner des résultats, mais à très court terme. À moyen ou à long terme, je crois que c'est quasi suicidaire pour une direction de faire ça. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. J'ordonne et tu obéis. Ça, c'est le tableau classique des relations de travail. Bien sûr, il y a des lois pour baliser ces relations et parfois des syndicats pour équilibrer le pouvoir du patron. Mais serons-nous toujours condamnés à vivre pendant 30 ou 40 ans de travail dans un tel climat de rivalité? Ou peut-on rêver à un monde où chacun pourrait trouver son compte et son épanouissement? Ce soir, à Enjeu, engageriez-vous votre patron? Atelier 20, vitesse maximum. Un être humain n'a pas à être une ressource pour son semblable. Il n'est pas fait pour ça. Si on traite un être humain en ressource, on le diminue, on coupe sa capacité de réellement nous aider, d'être productif et inventif, on la coupe de plus de 80-90%. Atelier 20, plus vite. 4-1, chef d'équipe, attention. Il y a des ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention. Le plus grand des pouvoirs, c'est quand la personne comprend qu'elle est au service de l'autre. Qu'elle est capable d'aller chercher dans l'autre ses compétences, son potentiel, ses ressources. C'est un peu ça mon rêve, c'est d'avoir une entreprise où tout le monde peut travailler ensemble, où les niveaux hiérarchiques sont là peut-être pour vraiment les activités journalières, mais que les gens puissent travailler ensemble et puis travaillent dans une ambiance où ils sont confortables, où ils sont heureux. Hey! Vous allez tout de suite vous remettre au travail. Tout de suite! La main-d'œuvre, ça s'évalue comme de l'équipement. Après la pause, l'employé, une pièce jetable. Dans quel état d'esprit êtes-vous le matin lorsque vous faites le trajet de la maison au travail? Une route que vous allez parcourir au moins 20 000 fois pendant toute votre vie active. Êtes-vous heureux de votre emploi? Ou rêvez-vous tout le temps de la retraite qui un jour va vous en libérer? Et si vous êtes un patron, comment exerciez-vous le pouvoir sur vos employés? Et que faites-vous pour éviter que des personnes qui vont travailler pour vous pendant 30 ou 35 ans perdent leur emploi? Parce que les choses vont mal ou que tout simplement vous voulez augmenter les profits? Aujourd'hui, pour gagner sa vie, Jean Lafassanella doit faire rire et chanter les autres. Il n'y a pas de vacances pour les musiciens ambulants comme lui. Il a travaillé les 23, 24 et 25 décembre. Monsieur Lafassanella fait partie de ceux qui refusent tout simplement de baisser les bras. Pour lui, ce n'est pas ainsi que les choses devaient se passer. Il a travaillé toute sa vie et quand il a perdu son emploi à l'été 92, il ne lui restait que 7 ans avant d'atteindre cette retraite qu'il avait si bien préparée. Ça me fait vraiment quelque chose. Tantôt, quand je me suis approché de la barrière, j'ai senti beaucoup d'émotions en dedans. Là. Disons que ça fait un bout de temps, peut-être 5-6 mois que je ne suis pas venu ici. Là. Et puis, oui, vraiment, ça fait quelque chose en dedans de revenir ici. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie ici, là, pratiquement 27 ans. Là. Et puis, je pense qu'il y avait une partie de ma vie qui était là. 27 ans. 27 ans. 26 ans et demi, là, pour être exact. Là. Alors, on ne part pas d'un endroit comme ça sans ressentir quelque chose, je pense. C'est vraiment ça a pris vraiment une grosse place dans ma vie. Là. Stanburg, c'était une job à vie. Tu rentrais là. Je me souviens, entre autres, une anecdote. Lorsque mon beau-frère est parti puis est allé signer son bail,
Son premier bail, il n'était pas marié, il allait se marier. La dame lui a demandé, elle dit, quelle place que vous travaillez? Il dit, je travaille chez Steinberg. Elle dit, pas de problème. Elle dit, tiens, elle dit, on signe. C'est parce que quand on disait, tu travailles chez Steinberg, Steinberg, c'était quoi? C'était le pilier numéro 1 au Québec. C'était le pilier numéro 1 au Québec. C'était à vie quand tu rentrais chez Steinberg. Tu rentrais chez Steinberg, puis c'est bien de valeur, mais tu sortais de là en pré-retraite ou en retraite. Et il n'est pas question de démantèlement du secteur alimentaire de Steinberg. 1989. Le financier Michel Gaucher, associé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, un organisme gouvernemental, achète l'Empire Steinberg, beaucoup plus gros que lui, pour 1,3 milliard de dollars. Il ne connaît absolument rien dans le domaine de l'alimentation. Il fait un coup de dé financier. Il parie qu'il peut vendre suffisamment de filiales de l'Empire pour rembourser l'énorme dette qu'il a contractée. Le financier perd son pari. Chez Steinberg, 1200 personnes perdent leur emploi. Dans bien d'autres cas, c'est le profit des actionnaires qui passe avant tout. Il y a des entreprises qui, malgré le fait qu'elles font des profits, à cause de ce fameux rendement sur capital investi, vont créer du chômage pour maintenir un niveau de profit ou pour augmenter le niveau de profit. Ce qui fait que nous, comme société, en payant des chômeurs et en finançant tout ce qu'il faut financer pour ces chômeurs, nous nous trouvons à financer en fait l'augmentation, le maintien de profits privés d'entreprises. On va prendre des hommes, par exemple, qui ont atteint de s'en aller en pré-retraite, d'avoir quelques années de leur vie. Et puis que ces gens-là, on n'hésite pas de les envoyer sur le bien-être social. Quand on voit nos politiciens qu'à 6 ans de vie politique ont droit à une retraite, et puis qu'on voit des pères de famille qui font marcher l'économie, qui n'ont rien, à ce moment-là, et je me révolte. Je me révolte peut-être pas avec des armes, mais en dedans de moi-même, je me révolte. Parce que c'est un non-sens. Ça m'a révolté énormément parce que je me suis dit, ils viennent démolir notre vie, là. Ils viennent... qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est la base de notre vie, ça, ici, travailler chez Steinberg. Ça va rentrer après faire. Puis ça, ce qui te manquait l'autre jour, là... Aujourd'hui consultant, Bill Thompson est un ancien patron. Il dirigeait les opérations montréalaises d'une multinationale de l'aéronautique. Pour lui, les personnes les plus importantes d'une entreprise sont ceux qui fabriquent le produit. Il croit qu'un patron a du pouvoir dans la mesure où il gagne la confiance de ses employés et sait écouter leurs idées. Bill Thompson a quitté son emploi parce que les exigences de ses supérieurs étaient totalement irréalistes. Lors d'un exercice courant, me faire dire par mes patrons, cette année, il faut que tu augmentes, dans les 8 mois qui restent dans l'exercice, il faut que tu augmentes ton chiffre d'affaires de 60 ou de 30 Ce n'est physiquement pas faisable. Ils exigeaient que vous ayez des retours de profit pour eux énormes, sans rapport avec la réalité? Mais ça fait partie de ce qu'on appelle le fantasme de toute-puissance. On est assis très loin. On imagine qu'on voudrait que le monde se déroule de telle façon, et ce qu'on imagine devient réalité. Où les gens qui sont sur le terrain à faire le travail savent très bien que c'est pas faisable. Alors, à ce moment-là, on fait quoi? Et si on est en dessous du taux de rendement fixé par la maison mère, eh bien, on doit justifier, on doit couper, on doit, etc. Alors, ça nous amène à des situations complètement aberrantes, où l'entreprise est tout de même rentable, où les gens font leur travail correctement, mais où, pour des considérations purement financières, il faut faire des coupures et provoquer des gens, donc des frustrations, des gens malheureux. Ça, c'est une vision à court terme. Quand on vous ordonne de ramener tel profit, est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous, comme patron, de serrer la vis aux employés pour obtenir plus de productivité? Dans mon expérience, serrer la vis est une arme à double tranchant. À court terme, ça peut donner des résultats, mais à très court terme. À moyen ou à long terme,
Je crois que c'est quasi suicidaire pour une direction de faire ça. Aliéner ses employés, les traiter d'objets, les mépriser. Tout être humain va réagir à ça de façon négative. Que ce soit simplement de résistance muette, de ne pas indiquer il y a un problème ici ou il y a une solution à un problème, de ne pas vouloir contribuer à l'essor de l'entreprise. Marie Gauthier travaille depuis 23 ans, surtout dans l'alimentation. Elle a déjà été responsable de la boulangerie d'un grand magasin. Son patron n'était jamais satisfait. Elle ne recevait aucun encouragement. Elle travaillait sans arrêt, mais tout ce qu'on remarquait, c'est ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire. Elle a craqué. Là, je me sentais crevée, j'avais mal partout, je filais jamais. Je partais le matin, j'étais fatiguée, je me couchais, j'étais fatiguée, je me levais, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête. Là, ça s'est réglé au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans. Les gens qui souffrent de ça, habituellement, ce sont des gens qui sont extrêmement engagés, très motivés, qui ont le goût de changer quelque chose dans leur environnement de travail, de donner du temps précieux à leur travail. C'est des gens qui, quelque part, ont investi beaucoup et ont même tellement investi qu'ils se sont identifiés à ce qu'ils font. Serge Marquis est médecin et psychologue spécialiste du burn-out. Il rencontre beaucoup trop de gens brisés par une autorité exercée de façon préhistorique. Pour lui, ce sont les organisations qui ont des problèmes et les patrons qui sont malades de leur pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui consacrent énormément d'énergie, qui investissent beaucoup dans leur travail, et ce n'est pas reconnu. Depuis qu'on est tout petit, quand on vient au monde, les premiers mots sont reconnus, les premiers pas sont reconnus. Quand on va à l'école, les premiers dessins sont affichés un peu partout, c'est valorisé. Quand on arrive dans le monde du travail, c'est comme si ça cessait du jour au lendemain. Il y a une couple d'années, on avait peut-être 3 fois par année des meetings avec les patrons. Comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils voulaient, puis tout ça. Aujourd'hui, on en a... Moi, je pense que ça doit faire 4-5 ans qu'on n'a jamais eu de meeting avec le patron. Peut-être qu'ils n'ont rien à nous dire, je ne sais pas. Mais c'est bon, des fois, de savoir ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils pensent de nous autres. Tout est fermé dans les bureaux. Les réunions sont fermées, les managers sont enfermés. Tout ça, c'est un leader. Moi, j'ai suivi, parmi les 23 managers que j'ai suivi une chef infirmière d'un hôpital ici à Montréal et elle a dirigé debout toute la journée. Elle a passé 1 heure à la fin de journée en voyant ses budgets, tout ça. Mais pour elle, le management, c'est debout. Et elle n'est pas une très haute manager, mais je crois qu'elle connaît plus que beaucoup de managers de haut niveau, entre guillemets, qui ferment la porte. Henry Mintzberg enseigne la gestion des personnes à l'université McGill. Ses livres sont connus dans le monde entier. Le problème majeur, selon lui, c'est que chaque année, en Amérique du Nord, 75 000 jeunes sortent des universités avec une maîtrise en administration des affaires, ce qu'on appelle un MBA. Et ce simple papier les transforme en patrons. On forme des managers dans les écoles qui n'ont aucune expérience, mais le fait qu'ils sont allés à l'école, ils ont le droit d'être parachutés dans un certain niveau dans les entreprises et diriger des autres qui ne manquent que cette formation. Mais ils sont pas vraiment des leaders, en le sens qu'ils ont fait des épreuves qu'ils peuvent diriger des autres. Je pense que les gens ne sont pas formés pour comprendre que le véritable pouvoir, il est dans ceux qui travaillent pour eux ou avec eux, dans leurs compétences, dans leurs connaissances, dans leur expérience, dans leur intuition, dans leur jugement. Et c'est dans l'art d'aller chercher ça que réside le véritable pouvoir. J'aime faire ce que je fais, mais à mon rythme. Puis je sais que je vais assez vite, que j'ai pas besoin de me le faire dire que je vais pas assez vite. Je suis peut-être pas bonne, mais je suis, comme on dit, je suis débrouillarde. Pensez ça que vous n'êtes pas bonne? Ben, c'est ce qu'on a voulu me faire voir. Quand on me disait ça, on vient qu'à un moment donné, à force de te le faire dire, tu te dis, je suis réellement pas bonne ou... À un moment donné, t'embarques dans ce système-là, à force de te faire reprocher. Tu te dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit que je fasse pas l'ouvrage comme il faut, ou qu'il ne m'aime pas, un des deux. J'appelle ça l'obscénité de
la domination, une espèce de besoin de se valoriser à tout prix, de donner un sens à sa vie par la domination de l'autre. À mon avis, c'est une erreur fondamentale parce qu'on n'arrive pas à donner un sens à sa vie en dominant l'autre, parce que l'autre n'accepte pas, en cours de route, de constamment être dominé. Il finit par ne plus offrir le service qu'on attend de lui. Alors ça, c'est vraiment... c'est une espèce de problème, je dirais, d'identité que vit l'individu. Il a besoin de se donner une valeur en diminuant celui ou celle qui est à côté de lui. Poussés par la concurrence, patrons et employés sont-ils forcés de s'unir? Après la pause, les ouvriers de la qualité totale. La qualité totale, c'est la nouvelle tendance à l'intérieur d'entreprises qui veulent faire face à la concurrence. En théorie, ça veut dire des produits sans défaut, toujours livrés à temps et avec un service après-vente irréprochable. Ils sont nombreux ceux qui tentent l'expérience, mais beaucoup abandonnent, parce qu'il y a une condition essentielle. Il faut parvenir, pour obtenir cette qualité totale, à modifier l'ambiance qui tue la motivation à l'intérieur des entreprises afin de profiter au maximum de la créativité de tous les employés, comme ont pu le constater Pierre Craig et Roger Archambault. « 22 décembre. Nous sommes à l'usine Forbeau de Ville-la-Salle. Ici, on fabrique des feuilles de ce matériau qu'on appelle parfois arborite, du stratifié si vous préférez, et qui recouvre souvent nos comptoirs de cuisine. Les travailleurs qui sont là ont bien hâte d'aller prendre l'avion pour rentrer à la maison. Ces employés viennent de l'usine Forbeau de Toronto, qui a été complètement détruite par une explosion en mai dernier. Plutôt que de les mettre à pied en attendant la reconstruction de leur usine, la compagnie a préféré leur offrir de venir travailler à Montréal en leur payant l'avion et l'hôtel. Mais après leur séjour à Montréal, rien ne sera plus pareil à leur retour à Toronto. So management is different here? It's been a different concept for us. How different? Well, I think the people are given a lot of leeway here. You know, as long as they get their job done, and that's the main thing. You know, you feel a different atmosphere. But will you take some of that with you when you are going back to Toronto? We certainly will, yeah. Yes. We fully intend to. In fact, we made that quite clear, as a matter of fact. Le style de gestion qu'ont découvert à Montréal les travailleurs de Toronto est, dans son intention du moins, radicalement différent. Notre but, c'est d'éliminer tous les postes de cadre autant que possible, incluant le mien. C'est mon objectif à moi dans 5 ans, de le faire. Il me reste 1 an pour le faire. Puis de donner l'usine, l'opération de l'usine aux travailleurs. C'est sérieux, ça? Oui, on est très sérieux. Le premier superviseur qu'on a enlevé, c'était sur l'équipe de 23 à 11, de 23 heures à 7 heures le matin. Pendant 1 an, on a eu les meilleurs résultats de production et de qualité, à comparer aux 2 autres équipes où il y avait les officiers d'union, les contremaîtres, les mécaniciens et tout. Donc, en enlevant de la surveillance, les résultats étaient meilleurs. Oui, les gens se prennent en main, prennent des décisions, ils sont pris, ils sont de nuit, puis ça marche pas, ce qu'on fait. Tandis que de jour, servir d'abord, hey, viens 6 minutes, vois un mécanicien, vois un contremaître, un officier d'union. Encore aujourd'hui, le soir, on est plus productif que de jour. Comme bien d'autres entreprises, Forbeau s'ouvre à la concurrence du monde entier. Le seul moyen de survivre dans cette ligue, c'est d'offrir des produits d'une qualité supérieure aux concurrents. Et pour faire cela, l'entreprise a besoin de ses employés. La solution de Forbeau, c'est d'intégrer ces 130 travailleurs dans 6 groupes de production autonomes qui deviendront autant de mini-entreprises à l'intérieur de l'usine. L'équipe autonome, c'est un département, un groupe de travailleurs qui vont se gérer eux-mêmes. Donc, ils peuvent faire leurs horaires de travail, leurs cédules, c'est quoi qui est la priorité de leur travail, les idées, les changements à apporter à leur équipement, etc. Et une bonne planification
Donc, pour une fois, on dit aux gens, bien, on vous donne tous les outils pour mettre en place ce que vous aimez. C'est leur entreprise, ils la gèrent à leur façon. Ils ont des résultats à atteindre, et puis nous, tout ce qu'on est, c'est un petit peu comme des coachs ou pour voir est-ce que, bon, on suit les paramètres, ça va à l'intérieur des normes qu'on désire, puis on s'en va dans la bonne direction. On le sait que s'ils nous avaient écoutés, ça fait longtemps ça marcherait mieux. Fait que c'est pour ça qu'on a des doutes si ça va marcher ou non. Parce que tout ce qu'on fait comme à l'heure actuelle comme proposition, ça s'est fait avant. Fait que c'est pour ça qu'on a des doutes un peu. Ça s'est fait avant. On a demandé, les demandes qui se font se sont faites avant, puis il y a des affaires qui s'est demandé auparavant, puis ça ne bougeait pas trop. Fait que là, on espère qu'en faisant les mêmes demandes, que ça marche. Les vieux travailleurs comme Lionel Gingras, qui a 32 ans d'expérience, rient un peu dans leur barbe. Ils se disent que l'entreprise vient de découvrir quelque chose qui a toujours été là, leur créativité et leur capacité à inventer des solutions. De leur côté, les jeunes sont plutôt enthousiasmés par ce nouveau style de gestion. En général, ça va bien parce que mon patron me fait confiance, il m'invite dans tout ce qui est réunion, planification, droit de gérance, je suis invité. Donc, finance, je sais où est-ce que la compagnie s'en va. La direction, c'est quoi leur but, l'avenir. Donc, je pense que ça nous donne une bonne approche. Pour gagner son pari, Forbeau doit réussir rien de moins qu'une révolution des mentalités. Pendant des générations, les entreprises ont dit à leurs employés « On vous paie pour travailler, pas pour penser ». Il y a quelque temps, un vieux travailleur dont l'entreprise fêtait les 25 années de service a très bien résumé la situation. Il dit, vous savez, j'ai été très heureux de travailler pour Arborite pendant tout ce temps-là. Puis j'ai fait une bonne vie, c'était le fun. Mais il tient qu'une chose que je regrette, par exemple. Il dit, pendant ces 25 années-là, vous avez eu mes bras. Puis il dit, vous auriez pu avoir pour le même prix toute ma tête. Pourquoi que celui qui est le simple petit travailleur n'aurait pas un mot à dire dans la production? Pourquoi? Il a sa place, lui, à prendre. Il en sait, il en connaît des choses. C'est grâce à lui s'il y a du stock qui sort au bout. C'est pas grâce à celui qui a signé le contrat. C'est sûr que nous autres, on est là grâce à celui qui signe le contrat, mais celui qui signe le contrat, pour répondre aux exigences du client, il a besoin de celui qui est en bas. Il faut impliquer ces gens-là. C'est la seule façon de survivre parce que si on est, je sais pas, 10 quarts de décider quelque chose, comparé à 100 employés, dans 100 employés, on va trouver les meilleures solutions. À l'usine de produits chimiques Grace Davison de Valleyfield, tout le monde est d'accord. Sans amélioration de la qualité, pas de survie possible à long terme. Aujourd'hui, les clients ne se contentent plus d'examiner le produit fini. Récemment, des Japonais ont même exigé d'inspecter l'usine pour s'assurer de la qualité des méthodes de fabrication. L'entreprise a besoin que ses 130 travailleurs s'impliquent dans l'objectif qualité. Dans la partie de droite, tu vas faire une ligne parallèle à celle que tu viens de faire. Tu vas relier ces deux-là en dessous. Ce n'est pas un jeu de société, mais bien une session de formation où cadres et salariés apprennent à faire équipe. Grace Davison n'a pas de budget pour la formation. On a tout de même trouvé 140 000 $ pour en faire cette année. L'an prochain, ce sera $250 000. Un beau dessin. Bon, vous oubliez que c'est le patron, maintenant dites la vérité. Les opérateurs, ils ont tendance même à aller plus vite que la direction dans ce domaine-là. Puis si on ne compte pas tout de suite leur attente, bien, il peut y avoir du découragement, de la méfiance. Mais comment ça qu'ils ont tendance à aller plus vite? C'est que les autres, ils embarquent très vite, puis vu qu'ils travaillent sur des petits comités, donc c'est plus rapide que nous, peut-être, au niveau de la direction. Parce que la direction, en plus, bien, il faut commencer à céder un peu d'autorité. Donc, on est beaucoup moins rapide là-dessus. On essaye de minimiser les coûts pour pas que ça nous coûte encore une soumission de 15 000 $. Les employés et les cadres ont formé des groupes comme le CRAC, le Comité de résolution de l'amélioration continue. On y discute entre autres de sécurité, de protection de l'environnement, par exemple. Une équipe s'est lancée dans un programme de gestion de la qualité du produit. Ils sont allés plus loin, plus vite que la direction de l'entreprise elle-même. L'équipe est partie, je ne m'en suis pas occupé. À un moment donné, il m'arrive avec une facture, il dit, bon, ben là, la formation, il faut former tout le personnel, ça va coûter, bon, je pense, c'est 40 000 $, puis c'est ça. Ah bon, OK.
On va signer où ce que je tiens. Je veux dire, là, ça m'a fait dire, wow, là, j'ai pas rien fait là-dedans, là, mais c'est arrivé comme ça. Puis les gens avaient tout monté la formation, avaient préparé, avaient été chercher le formateur, ils avaient déjà planifié comment la formation serait donnée. Et puis, bon, ça va coûter tant. Il s'agit donc d'un changement profond de la culture de l'entreprise. Les gestionnaires admettent qu'ils ont du chemin à faire pour s'y adapter. C'est épeurant parce que là, je vais être obligé de donner toutes mes connaissances. Il faut que je partage mes connaissances si je veux que les gens prennent le même genre de décision que j'aurais pris. Donc, ils deviennent mes égaux. Puis, je vais être obligé de les considérer aussi comme tels. Puis que les prises de décision, en étant prises en équipe, je n'ai pas le plein pouvoir. La décision peut être contre la mienne. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent, idéalement, là? Jusqu'où vous voudriez qu'ils aillent? Oh, c'est bien difficile. Jusqu'où qu'ils voudraient qu'ils aillent? Peut-être jusqu'à la... Disons que ça vient qu'à aller très bien, jusqu'à peut-être une manière de participation aux bénéfices des employés. Plus tu fais de bénéfices, plus l'employé peut avoir une chance de toucher aux bénéfices, une part des bénéfices ou quel que soit. Pas seulement dire au bout de la ligne, mais ça consolide ta job, tu n'auras pas ce chômage. Mais pouvoir dire, mais plus tu en fais, mais mieux que tu le fais, peut-être que je peux toucher au profit. Pour le moment, on n'envisage pas cette possibilité-là. Dans un futur lointain, je ne peux pas dire, mais c'est quelque chose quand même d'assez délicat. Là, on commence à entrer dans un autre genre de gestion où il faut offrir des biens matériels pour une compensation matérielle. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Les programmes d'amélioration de la qualité par la participation des employés exigent un changement complet des mentalités. L'entreprise doit y investir beaucoup de temps et d'énergie, sans parler de l'argent. Trop souvent, on applique les principes de qualité comme une recette. Pas étonnant que la majorité des entreprises s'y cassent les dents. Et en cas d'échec, les liens de confiance entre travailleurs et patrons se détériorent. Si on pense que c'est trop facile, ça ne marchera pas. C'est très difficile. Il faut s'attendre à ce qu'on se pète la gueule, comme on dit, parce que ça arrive, puis ça va arriver. Mais c'est quelque chose qui peut nous arriver, c'est sûr. Chez Kimberly-Clark, à Saint-Hyacinthe, on pratique ce nouveau style de gestion depuis 10 ans. Il y a eu des écueils, mais aujourd'hui, ça marche. Les 530 employés produisent jusqu'à 600 couches Huggies à la minute, en plus des serviettes sanitaires, dans une usine qui fonctionne 24 heures sur 24. La première chose qui frappe chez Kimberly-Clark, c'est qu'on n'y trouve pas ces cadres portant le complet et la cravate. Ce monsieur qui prend son repas en même temps que tous les travailleurs de l'usine, c'est le grand patron, M. René Saint-Hilaire, le directeur de l'usine. Avant ça, les superviseurs, les ingénieurs, c'était tout habillé autrement que nous autres. Parce que là, tout le monde est habillé identique. Fait que tu ne peux pas distinguer de loin si c'est un ingénieur, un superviseur ou un employé qui est dans l'usine ou quoi. Tout le monde tombe sur un même niveau. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça dans toutes les usines de cette multinationale qui emploie 42 000 personnes. La philosophie de gestion y est très particulière et découle d'une application de la gestion de la qualité appelée système fournisseur-client. Ici, on dit que les employés sont les clients des superviseurs, les employés sont les clients du patron. On dit aussi que les patrons sont au service de l'employé. Il a 25 ans, il prenait seulement que l'opinion des ingénieurs, puis il ne nous en parlait pas à nous autres. Puis, depuis un bon 5 ans, je dirais que là, il commence à nous approcher, nous demander nos idées pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour opérer la machine. Puis des idées, vous en avez, j'imagine? Oui. Il y a eu bien des essais et des erreurs pour en arriver là. Au début, il y a 10 ans, l'entreprise appliquait strictement un protocole de gestion de la qualité, une sorte de programme assez lourdeau qui voulait organiser et codifier la participation des employés. Le protocole a sauté il y a quelques années et aujourd'hui, c'est le bon sens qui prime. Le principe de base, c'est que les opérateurs de machines savent mieux que quiconque comment améliorer les méthodes de travail. Le patron de l'usine prend cela très au sérieux. Alors, à un certain moment, je me suis fâché et j'ai dit aux ingénieurs, je ne veux plus vous voir sur les machines. Vous allez laisser les opérateurs faire leurs propres ajustements, régler leurs propres problèmes, solutionner leurs problèmes, tout ça. Quand l'ingénieur est arrivé, il
il est venu voir, il est arrivé avec le team leader. Le team leader, il voulait expliquer ça au team leader, comment ça pourrait être installé, puis tout. Mon team leader, il a dit à l'ingénieur, il dit non, va voir l'opérateur qui est sur la machine, qui est responsable de la machine. Explique-lui le projet. L'opérateur va te dire si c'est bon ou si c'est pas bon, ou s'il veut avoir ça autrement. Donc, dans ce cas-là, vous qui êtes l'opérateur de cette machine-là, c'est un peu vous qui avez dit à l'ingénieur, bien, il faut que ça marche comme ça. Oh, ça, je l'ai dit, puis j'ai peut-être même insisté un peu. Des fois, il faut insister un petit peu. Mais ça a bien été, puis le projet est approuvé de la manière que je le désirais, puis les autres opérateurs le désiraient aussi. Les ingénieurs, ils sont 35 chez Kimberly-Clark, deviennent, entre autres, dans ce nouveau style de gestion, des consultants pour les opérateurs de machines. Quelqu'un peut rentrer ici, déranger un ingénieur en train de travailler, il n'y a pas de problème. J'ai une idée, j'ai un problème, on peut-tu en parler? On va prendre une petite salle, on va aller à côté, puis on va discuter. Est-ce que ça arrive pour de vrai, ça? Parce qu'ils peuvent le faire, mais est-ce que ça arrive pour de vrai? Continuellement. Et autant on va passer beaucoup de temps sur le plancher, autant eux autres, ils peuvent rentrer ici, les portes sont grandes ouvertes. L'ingéniosité de ces travailleurs est très payante pour Kimberly-Clark. Par exemple, il fallait autrefois 10 heures pour effectuer certaines opérations majeures dans l'usine. Les employés trouvent aujourd'hui le moyen de réaliser les mêmes procédures en 10 minutes. Résultat, une productivité multipliée par 3, pendant que le nombre et la gravité des accidents de travail sont divisés par 3. Mais par-dessus tout, des gens qui ont l'air heureux et motivés. Quand vous avez fini votre quart de travail, vous allez rester un petit peu plus longtemps pour parler avec celui qui s'en vient? Oui, avec le senior remplaçant, là, je reste avec lui des fois 10-15 minutes, puis on discute. Moi, je dis, ben j'ai eu ce trouble-là, qu'est-ce qu'on pourra faire? Ben lui, il me donne son idée. Ça, c'est pas nécessairement payé, ce 15 minutes-là? Non, c'est pas payé. C'est beaucoup plus intéressant, c'est que tu te sens plus impliqué, justement. Tu te sens, au lieu d'être un salarié à petite semaine, c'est rendu que c'est plaisant de travailler ici. Après la pause, des travailleurs qui choisissent leur patron. Quand on pense au pays du Sud et au monde du travail, on a tout de suite à l'esprit l'image du tiers-monde et les conditions de travail pénibles qu'on y retrouve. Des travailleurs exploités, mal protégés, à qui on verse de maigres salaires pour de très longues heures de travail. Ça, bien sûr, c'est vrai. Mais il y a quand même parfois des exceptions. Au Brésil, une entreprise a cru que sa rentabilité pouvait passer par le bonheur de ses employés, des gens à qui on a demandé d'être autre chose que des bêtes de somme. La recette a réussi. Elle a permis de faire grimper rapidement les profits, de quoi intéresser tous les patrons du monde. Difficile de décrire São Paulo sans employer les mots gigantesques, tentaculaires. L'agglomération urbaine de São Paulo compte 15 millions, 17 millions d'habitants, on ne sait pas au juste. La ville déborde d'activités. C'est l'une des 10 plus importantes mégalopoles industrielles de la planète. Riches et pauvres, y vivent dans des galaxies différentes. C'est dans le quartier de Santo Amaro que se déroule l'une des plus extraordinaires expériences de relations de travail du monde industriel dans une entreprise appelée SEMCO. Dès le premier coup d'œil, la SEMCO surprend. Il n'y a pas de réceptionniste ici. On a jugé ce travail non gratifiant. Dans la cour de l'usine, un espace vert. Dans l'atelier où on fabrique des pompes navales, des lave-vaisselle industriels et des systèmes de refroidissement, un espace voué au repos et une cabine téléphonique insonorisée pour les ouvriers. Dans les locaux de l'administration, pas de cloison. Les bureaux des cadres sont les mêmes que ceux de leurs employés. Le bureau du grand patron et propriétaire de l'entreprise, Ricardo Semler, est semblable à tous les autres, sauf pour une chose. Il est à peu près toujours vide. Mon rôle le plus important dans l'entreprise, c'est de ne rien faire. Bien sûr, je peux être là, je mobilise les gens, j'élimine certains obstacles, mais je ne monopolise pas l'autorité. Un jour, j'ai dit, il faut absolument qu'on produise des lave-vaisselle plus petits. J'ai convoqué une réunion, personne n'est venu.
Bon, bien, j'ai compris. Je n'en ai plus jamais reparlé. Âgé de 34 ans, Ricardo Semler travaille surtout dans ce bureau aménagé sur sa propriété. Il prépare les conférences qu'il donne dans le monde entier, suit des cours de cuisine et de chinois, lit un livre par semaine et consacre un tiers de son temps à la SEMCO. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand il a pris en main l'entreprise de son père, il y a 12 ans, Ricardo Semler était dur. Il voulait réussir. I pursued the goals that are connected to youth in business, which are to make it a much bigger company. Je voulais prouver que je pouvais faire plus d'argent que mon père et devenir 4, 5, 6 fois plus gros. C'était idiot, c'était enfantin, mais c'est encore le genre de choses qui motivent les gens d'affaires, peu importe leur âge. Most of the business world, no matter what age. But those are the ones I first went after, because they're the ones that really you can beat on your chest. Moi, je voulais me vanter de valoir 100 millions. Mais ça ne veut absolument rien dire, ça. Il y a des compagnies très puissantes qui font banqueroute du jour au lendemain. Alors, toute cette culture macho des gros dollars est tout à fait stupide. While they're still AAA, so it's a very silly world, this one, of the macho culture of numbers. Un jour, Ricardo Semler en a eu assez du stress et des journées où il faisait parfois jusqu'à 18 heures de travail. À partir de ce moment, en 10 ans, ses collaborateurs et lui ont radicalement changé l'ambiance de la SEMCO et la vie de tous ceux qui y travaillent. Le plus important, c'est la liberté que nous avons à l'intérieur de l'entreprise. Chaque fois qu'on entreprend quelque chose de nouveau, on demande l'avis de tous, du dirigeant au balayeur. Tout le monde donne son opinion. Tous les mois, on nous montre des tableaux indiquant l'argent rentré, sorti, les ventes effectuées et les prévisions pour le mois suivant. Tous les travailleurs sont vraiment bien informés. Our basic consideration was we will share all the information that is available. Toutes les informations sont partagées avec nos employés. Après cela, chez nous, les gens occupent des postes supérieurs seulement s'ils gagnent le respect des autres. Si vous visitez l'entreprise, vous allez voir que certains de nos patrons sont en jeans, pendant que leurs employés sont en veston-cravate. Ce n'est pas ça qui est important. Tout le monde contribue à l'entreprise. Everyone has a contribution. If they are able to harness respect, and they're therefore re-elected or ratified every 6 months, they have a job. Nos cadres conservent leur poste tant qu'ils méritent le respect de leurs employés. Mais quand ils commencent à mal utiliser leur pouvoir, c'est terminé pour eux. They're not using the information correctly, etc. They're just gone. Pour devenir patron chez SEMCO, il faut d'abord être accepté par le groupe de travailleurs qu'on va diriger. Puis, à tous les 6 mois, ces mêmes salariés évaluent leur patron pour lui permettre de réajuster son tir si besoin est. Il y a quelques années, toute l'usine avait cessé ses activités pour permettre aux employés d'interviewer durant 2 bonnes heures un cadre désireux d'occuper un poste supérieur. Ce cadre, Marcio Battoni s'en souvient très bien. Ce n'était pas vraiment une situation inconfortable, mais une situation que je n'avais jamais vécue auparavant. Je me retrouvais dans une position où mon destin professionnel pouvait être profondément modifié à la suite de cette entrevue. Est-ce que les ouvriers auraient pu vous dire « on ne veut pas de vous comme patron » ? Oui, les travailleurs avaient la possibilité de refuser ma nomination. Et si ça s'était passé, l'entreprise aurait dû trouver un autre candidat pour me remplacer. I've never walked into a factory or to an office that has democracy in there. Je n'ai connu aucune entreprise qui appliquait la démocratie. Pourtant, nous parlons beaucoup de démocratie en société, en politique, pour les droits de la personne. Mais dans les milieux de travail, ça ne s'applique pas. Introduire la démocratie dans votre entreprise, c'est multiplier le potentiel de vos employés. Ils prennent tellement leurs responsabilités que vous n'avez plus grand-chose à faire comme patron. Au début de chaque mois, la direction discute avec les ouvriers du carnet de commandes à remplir. Ensuite, c'est aux travailleurs de jouer. Ils se regroupent eux-mêmes en cellules de production qui fabriquent entièrement un produit. Ils sont libres de changer de groupe de production et d'organiser eux-mêmes leur horaire du moment que le travail est fait. Combien gagnez-vous?
O salário, o meu? Seu. Meu salário está em torno de $1000. Je gagne un peu plus de 1000 $ américains par mois. Acima de $1000. No Brasil é considerado muito, não? C'est un bon salaire, ça, au Brésil? No Brasil, o salário Au Brésil, c'est un très bon salaire. Dans la conjoncture actuelle, je suis même un peu considéré comme un maharaja. os caras chamam de marajá. Au Brésil, le salaire minimum est de 85 $ par mois, un salaire insuffisant pour vivre. Environ 70 % de la main-d'œuvre ne reçoit que ce minimum. À la SEMCO, en plus de leur salaire, les employés se partagent en part égale 23 % des bénéfices nets. La cafétéria applique ce qu'ils appellent un tarif Robin des Bois. Selon leur salaire, les travailleurs ne paient que 20 %, 30 % ou 40 % du prix du repas. La SEMCO paie aussi une grande partie des frais de garde des enfants de ses employés. En plus de leur syndicat, les salariés ont leur comité d'usine. Dans un manuel distribué à tous les travailleurs, la SEMCO dit « Assurez-vous que votre comité défend vos intérêts, même si, bien souvent, ils ne coïncident pas avec ceux de l'entreprise. Nous considérons ces conflits comme normaux, sains et nécessaires. » Eu sempre entendi que todos os homens no mundo deveriam ter oportunidades iguais. J'ai toujours cru que tout le monde devrait avoir des occasions semblables. En théorie, c'est toujours facile de dire que tous doivent avoir les mêmes chances, doivent bénéficier du même traitement et avoir la possibilité de se développer. O mesmo tratamento e todos devem ter oportunidade de se desenvolver. Isso é muito fácil falar no discurso. Eu sinto que aqui na SEMCO... Je sens qu'ici, chez SEMCO, c'est possible de passer du discours à la pratique et offrir à des gens très simples, très humbles, tous les moyens de se développer à l'intérieur de leur potentiel. Do desenvolvimento dentro do seu potencial. Les innovations vécues chez SEMCO sont l'œuvre collective de Ricardo Semler, de ses directeurs et de l'ensemble des employés. Un jour, il réalise que les secrétaires n'ont aucun moyen de s'épanouir dans l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde fait son propre courrier, il n'y a plus de secrétaires, on leur a offert d'autres emplois. Qu'est-ce que vous diriez si on vous demandait de redevenir secrétaire? Non, não gostaria. Non, je réalise aujourd'hui que c'est un travail qui n'apporte pas grand-chose. Tu ne grandis pas professionnellement. Le patron te dit de faire quelque chose et tu l'exécutes. Você copia o que os outros fazem. O chefe faz, você vai lá e copia. Il y a quelques années, le Brésil est entré dans l'une des pires récessions de son histoire. Plutôt que de licencier son personnel, la SEMCO a déclenché l'opération Satellite. On a invité certains travailleurs à démarrer leur propre petite entreprise. La SEMCO leur a prêté ses machines jusqu'à ce qu'ils atteignent la rentabilité. Aujourd'hui, une quinzaine de ces entreprises font travailler 120 personnes. João Soares, un ancien de chez SEMCO, est le patron de l'une d'elles. Eu posso falar o seguinte, que nenhuma empresa no país, pelo menos eu não conheço no Brasil. Aucune entreprise au pays, du moins je n'en connais pas au Brésil, offre la même sécurité que la SEMCO. Je ne peux pas encore adopter ces méthodes de gestion car mon capital est encore insuffisant. Mais j'aime ce que fait Ricardo Semler. J'apprends continuellement de lui et de la SEMCO. Je traite bien mes employés et j'essaie de leur donner de bons salaires. Même si Ricardo Semler considère lui-même son entreprise comme une expérience sociologique, il ne veut surtout pas qu'on considère la SEMCO comme une grande famille. C'est une entreprise capitaliste. When people want to be a big family, it always presupposes that the owner or the managers are paternalistic, that they're taking Il y a ce genre de care grande famille avec des patrons paternalistes qui prennent tout le monde sous leur aile. Par exemple, les Japonais disent à leurs employés, « Je m'occupe de toi de ta naissance à ta mort, je te fournis l'appartement, j'organise même tes loisirs. Mais en contrepartie, tu me dois une fidélité absolue. Tu arrives quand je te le dis, habillé comme je veux, et tu fais toujours ce que je te demande. » Nous, on dit à nos employés, « Si vous recevez un ordre, demandez-vous s'il a du bon sens. Et si vous décidez de ne pas obéir, il ne se passera probablement rien. » Avec cette gestion peu orthodoxe, la SEMCO est-elle rentable? Depuis 1980, la productivité a été multipliée par 6. Le chiffre d'affaires est passé de 4 à 15 millions de dollars
avec le tiers de la main-d'œuvre de 1980. Quant à nous, le souvenir tenace que nous ramenons de cette visite chez Semco, c'est l'impression d'avoir vécu ces quelques jours dans une école très libre, bien davantage que dans une entreprise commerciale. À ses plus beaux moments, Hydro-Québec faisait sa publicité avec ses travailleurs, en nous vantant les mérites des 12 012. Une autre entreprise, Dofasco, a un slogan. « Notre force, c'est l'acier. Notre force, nos employés. » Eh bien, à travers le monde, dans les entreprises, les travailleurs représentent une richesse inestimable, mais un potentiel qu'on n'a pas encore utilisé à sa pleine valeur. Ceux qui savent le faire vont plus vite que les autres. Il y a 2 semaines à Enjeu, nous vous avons parlé des services d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et à ce moment-là, je vous ai donné 2 chiffres. Qu'il y avait eu en 92 2000 victimes indemnisées et que l'indemnité avait représenté 30 millions de dollars. Les 2 chiffres sont bons. Mais le 30 millions, ça vaut pour environ 10 000 personnes, incluant les 2000 nouveaux cas de 92. Une nuance importante. La semaine prochaine, à Enjeu, des enfants malades de l'école. Karine a développé une phobie scolaire. Au milieu de la journée, elle s'enfuit, à bout de nerfs, incapable d'affronter plus longtemps le millier d'étudiants qui fréquentent son école. Le monde m'écœurait, tu sais, ça te rabaissait tout le temps, puis t'es conne, tu sais rien faire, t'es niaiseuse. Tu sais, tout pour te rabaisser, là. Ici Pierre Maisonneuve, au nom de toute l'équipe d'Enjeu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Au revoir, à la prochaine. Demain matin, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, d'autres détails concernant les reportages que vous venez de voir seront publiés. Ne manquez pas la chronique Enjeu le mercredi et le jeudi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ici Radio-Canada.